Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté! Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode orienté yoga et progression dans le yoga. Comme vous savez, je suis professeure de yoga, de Hatha Yoga et de Yin Yoga. Bientôt professeure de Pilates d'ailleurs. J'ai hâte, j'ai très hâte. Donc là, aujourd'hui, on va parler des raisons à cause desquelles vous ne progressez pas en yoga. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves qui me sollicitent en me demandant pourquoi, malgré le fait d'être assidue en cours, de venir et de faire au mieux qu'elles peuvent, et même parfois même de refaire certaines postures à la maison, eh bien, elles ne voient pas foncièrement de progrès dans leur pratique, dans leur posture, dans l'aisance qu'elles peuvent avoir dans les postures ou dans les respirations, par exemple, dans les coordinations, dans les équilibres, etc. Et donc, je me retrouve face à des gens qui sont un petit peu découragés, entre guillemets, qui se demandent ce qu'ils font mal, ou bien si tout simplement leur corps n'est pas fait pour le yoga ou que sais-je. Alors, ici, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment, en fonction des personnes. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles vous n'allez pas progresser. Mais ici, j'ai listé 7 raisons à cause desquelles les personnes, le plus souvent, ne progressent pas en yoga. Et donc, on va débuter tout de suite. Je ne vais pas vous faire plus attendre. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est le fait que vous ne respirez pas pendant les pratiques de yoga. Donc la respiration, c'est vraiment la clé en yoga. Elle permet parfois de vraiment déverrouiller une situation, une posture qui vous paraît être totalement bloquée. Et en fait, le simple fait de respirer va vous permettre de débloquer quelques centimètres, quelques degrés d'amplitude. Donc, voilà, la respiration, c'est vraiment la clé. Je vous rappelle que le yoga, ce ne sont pas que les postures, c'est un ensemble de choses. Il y a 7 piliers dans le yoga et un des piliers, c'est la respiration. Donc, ce sont les pranayamas, donc le contrôle du souffle et de la respiration. Et donc, cette respiration, au même titre que les postures physiques, que les asanas, c'est un pilier à part entière. Donc, vous comprenez que sans respiration, on ne peut arriver à rien dans les postures. Je vois beaucoup de personnes se mettre totalement en apnée. Alors, c'est même pas qu'elles ne respirent pas bien, c'est que du coup, elles ne respirent pas du tout dans les postures. Elles se mettent totalement en apnée parce que trop de stress, trop de tension, etc. Et donc, bam, on verrouille tout. On verrouille le corps, on gaine tout le corps. Et du coup, on bloque sa respiration. Et là, comment voulez-vous aller plus loin dans les postures? Je répète très souvent dans mes cours de relâcher les tensions. En Hatha Yoga et en Yin Yoga, on explique que vous allez pouvoir... Oh là là, c'est pas du tout français ce que je viens de dire. Vous allez pouvoir aller plus loin en relâchant, en fait, en relâchant vos muscles, non pas en forçant, en essayant d'activer volontairement vos muscles pour aller plus loin, en forçant, en donnant des à-coups, etc. Au contraire, en relâchant les muscles, plus vos muscles vont se relâcher, plus vous aurez une amplitude et de l'espace au niveau de vos articulations, et plus du coup vous pourrez aller loin. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller directement en grand écart parce que vous allez respirer et relâcher, mais en tout cas c'est une clé qui va vous permettre au fur et à mesure de vos séances et de vos pratiques d'aller forcément plus loin dans vos postures. Donc déjà, il y a le fait de ne pas se mettre en apnée, de penser à respirer.
Il y a le type de respiration que vous pouvez avoir, c'est-à-dire qu'en yoga, on va plutôt orienter une respiration au niveau de l'abdomen, du ventre, donc sur les inspirations de gonfler le ventre, de créer de l'espace, et sur les expirations, d'aspirer son nombril, et ce qui nous permet de relâcher et d'aller plus loin. Dans les postures, vous allez aller plus loin, vous allez relâcher lorsque vous expirez. Et donc cette respiration, elle se fait dans le ventre. Et le fait de ramener une respiration abdominale, ça nous permet également de venir stimuler ce qu'on appelle le nerf vague et le système nerveux parasympathique qui est responsable de notre détente. Donc vous voyez, il y a un petit peu un cercle vertueux ensuite. Le fait de respirer dans le ventre, ça vous permet de relâcher, mais ça vous permet également de venir stimuler votre nerf vague qui va vous aider à relâcher. Donc, on est vraiment sur un cercle vertueux. Il y a également le rythme de votre respiration. Essayez de ne pas respirer trop vite, se concentrer sur le fait d'inspirer et d'expirer de manière longue et profonde, parce que du coup, sinon, vous allez tomber dans un cercle vicieux. Plus vous allez respirer rapidement, plus vous allez stimuler votre système nerveux sympathique cette fois-ci, qui va venir vous contracter, vous préparer à l'action. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, vraiment la respiration, c'est vraiment la clé dans vos postures. Vous avez également, la dernière chose en respiration, c'est la visualisation. C'est-à-dire que quand vous sentez que, par exemple, sur une posture quelconque, vous bloquez, par exemple, au niveau de votre hanche ou de votre épaule. On va prendre l'épaule. Eh bien, vous allez visualiser, lorsque vous inspirez, que l'air va venir s'immiscer entre les fibres musculaires de votre épaule, au niveau de votre articulation. Elle va créer ainsi de l'espace entre les fibres au niveau de votre articulation, au niveau des tendons, etc. Et donc, sur votre expiration, vous allez pouvoir relâcher dans l'articulation. Et vraiment, la visualisation dans la respiration, c'est la clé également. Il y a beaucoup de clés là-dedans. Je vous donne plein de petites clés. Mais de visualiser où vous voulez respirer, où vous voulez créer de l'espace, eh bien, ça va vous aider réellement à aller plus loin dans vos postures. Donc ça, c'est la première raison à cause de laquelle vous ne progressez pas, c'est ce manque de respiration. Soit vous vous mettez en apnée, ou bien vous respirez mal. Et donc, ça vous bloque dans votre posture. Ok. La deuxième raison que je vois, c'est la pratique. C'est-à-dire que vous ne pratiquez pas assez. Ne vous attendez pas à faire le grand écart en 3 mois si vous pratiquez une fois par semaine. Et petit disclaimer ici, je ne pousse absolument pas les gens à pratiquer tous les jours. Le yoga doit être une pratique personnelle et si vous pratiquez tous les jours, c'est parce que vous en ressentez le besoin et parce que ça vous fait du bien. Non pas parce que vous voulez obtenir une posture parfaite ou parce que vous vous êtes imposé cette pratique. Donc vraiment, je n'incite personne à pratiquer tous les jours. Par contre, si vous souhaitez progresser plus rapidement et que vous êtes frustré dans les postures dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle et que vous sentez que vous voudriez aller plus loin, eh bien, une fois par semaine, ça ne va pas suffire. Il faut envoyer des signaux à votre corps de manière beaucoup plus fréquente. C'est comme dans un sport. Ne vous attendez pas à jouer comme Mbappé si vous allez jouer au foot une fois par semaine pendant 1 heure. Vous n'y arriverez jamais. Ou si vous y arrivez, c'est que vous êtes un vrai prodige. Mais si vous êtes une personne de la population générale, il va falloir pratiquer plus et s'entraîner plus. Donc peut-être passer à 2 cours par semaine, peut-être intégrer à votre routine peut-être juste 15 ou 20 minutes de yoga à la maison, sur votre tapis, à refaire quelques flows, quelques asanas qui vous posent souci, de les reprendre à la maison. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des cours privés pour poser les bases et ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller vous faire mal à la maison. C'est un peu le risque lorsque on débute, notamment lorsqu'on débute le yoga, qu'on n'a pas les bases et qu'on veut faire du yoga à la maison. On s'expose quand même à des risques de blessures, en tout cas de petits désagréments, si on n'a pas les bases correctes. Donc n'hésitez pas à prendre 2 ou 3 fois quelqu'un à la maison qui vienne vous montrer exactement comment se positionner, comment respirer, etc. Et puis ensuite pour que vous puissiez le refaire tranquillement chez vous. Mais la fréquence de pratique est vraiment très très importante.
Dans la progression comme en sport, vous pouvez jouer sur, pour progresser, sur le volume d'entraînement et sur la fréquence d'entraînement. Donc le volume, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller faire, une séance par semaine de yoga et de faire une séance de 3 heures. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'intérêt, vous allez être complètement HS. Par contre, je pense que jouer sur la fréquence en faisant, peut-être, 2 séances de yoga en salle plus, 2-3 fois 20 minutes à la maison, et bien là, vous allez pouvoir voir vraiment une bonne, amélioration et une bonne progression de votre pratique. C'est sûr et certain, en fait. Si vous faites les choses de la bonne manière, le fait de pratiquer plus fréquemment va vous aider à progresser. Donc ça, c'était la 2e raison. La 3e raison que je vois également pas mal en cours, c'est ce que l'on appelle en anglais, alors attention, préparez-vous au super accent anglais, le mind-muscle connection. J'ai tout donné. Alors le mind-muscle connection, c'est en fait la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Ça donne beaucoup moins bien en français, je trouve. C'est beaucoup moins chantant. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez vraiment, alors déjà être totalement présent et conscient lors de votre pratique à ce que vous faites et aux sensations que vous avez dans votre corps, et vous devez contracter et contrôler de manière consciente votre corps et certaines parties de votre corps. Par exemple, dans la posture du triangle, eh bien, si vous vous laissez totalement aller, que uniquement vous prenez votre posture et puis, voilà, vous attendez, de respirer 5 fois et puis vous revenez en Tadasana, ça n'a aucun intérêt. Dans, la posture du triangle, pour prendre cet exemple, vous allez devoir engager vos voûtes plantaires, remonter les voûtes plantaires vers le ciel de manière à bien engager, votre socle. Vous allez devoir, contracter les muscles de la sangle abdominale, aspirer votre nombril, envoyer votre bassin vers l'avant, donc contracter les muscles fessiers, engager les muscles de votre dos, engager le muscle de l'épaule, du bras qui est tendu vers le ciel. Essayez sur chaque expiration de rapprocher votre omoplate de la colonne vertébrale. Vous devez étirer vos cervicales et ne pas laisser la tête tomber d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que chaque posture vous demande un engagement musculaire et vous demande de penser à cet engagement musculaire et de ne rien laisser au hasard. Vous ne pouvez pas faire une séance de yoga en pensant à vos courses. Vous pouvez le faire, mais ça n'aura pas vraiment d'intérêt et vous ne progresserez pas vraiment parce que votre corps, en fait, il n'aura aucune information neurologique de la position qu'il doit prendre pour tel asana ou tel asana. Donc, ce mind-muscle connection, il est extrêmement important. Vous devez envoyer consciemment à vos muscles l'ordre de se contracter, de se relâcher à certains moments, et vous devez être totalement présent à ce que vous faites. Si vous faites les postures pour les faire, ça n'a aucun intérêt. Comme dans tous les sports, j'ai envie de vous dire, si on vous demande dans votre sport de faire un exercice, si vous ne comprenez pas quel muscle va venir s'engager et pourquoi vous faites cet exercice, vous le faites pour le faire parce que votre coach vous a demandé de le faire, mais ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. Vous n'allez pas du tout développer de nouveaux circuits neuronaux et du coup, vous n'allez pas pouvoir progresser. Ce mind-muscle connection, il permet en fait de développer de nouveaux chemins, on va dire, neurologiques. Donc, les premiers temps, ça va être très, très compliqué. Et puis ensuite, une fois que vous aurez créé ces nouveaux chemins neurologiques, neurones muscles, eh bien, quand vous reprendrez votre posture de manière presque, j'allais dire, automatique, votre corps va se mettre dans la bonne posture. Donc, pour progresser, vous devez rester conscient, contracter consciemment les muscles qui doivent l'être, être conscient de toutes les parties de votre corps, vérifier s'il n'y a pas une partie qui doit être relâchée ou qui doit être contractée et le faire de manière consciente. Et ça va vraiment vous amener énormément de progrès dans votre pratique de yoga.
La 4e raison, alors, tout simplement, en fait, j'ai envie de vous dire, à cause de laquelle vous ne progressez pas, c'est que vos objectifs sont complètement irréalistes. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous pensez pouvoir alors si vous n'avez jamais fait de souplesse de votre vie et que vous pensez pouvoir faire un grand écart dans, 3 mois en faisant 1 fois par semaine du yoga, je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Alors, bien évidemment, je mets à part les personnes qui ont fait de la gym, de la GRS, qui sont des danseurs, des danseuses. Bien évidemment, ce genre de personnes, elles vont arriver au yoga et elles auront une facilité corporelle, je dis bien corporelle, une facilité corporelle à rentrer dans les asanas. Mais pour la population générale, il faut que vous ayez des objectifs réalistes et que vous alliez au rythme de votre corps, que vous ne vous fassiez pas mal parce que bien, quand on n'a jamais fait de souplesse, on s'expose potentiellement à des risques alors peut-être pas déchirures, mais en tout cas d'élongation, de douleurs, etc., de blessures. Donc vraiment de prendre son temps et d'être OK avec soi-même et notamment avec son ego, que tout ça prend du temps et que parfois même on voit les premiers résultats au bout d'1 an, de 2 ans de pratique. Donc vraiment d'essayer d'être beaucoup plus réaliste sur vos objectifs, de prendre conscience que les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui font des flows de yoga absolument parfaits, eh bien ce sont des personnes qui probablement pratiquent depuis 15, 20, 30 ans pour les plus vieux, ou bien qui étaient en fait à la base des danseurs ou des gymnastes et qui du coup ont des facilités corporelles forcément beaucoup plus importantes que les nôtres. Et je trouve, petite parenthèse, que c'est quelque chose qui est un petit peu mauvais sur les réseaux sociaux, en tout cas qui peut engendrer certaines frustrations chez les spectateurs de tout ça. Parce que des personnes comme des danseuses ou des gymnastes vont être forcément très à l'aise dans certaines postures de yoga, mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'elles font des postures parfaites qu'elles font du yoga. Je vous rappelle que le yoga ne se résume pas à la pratique corporelle. Il y a 7 piliers dans le yoga et les pratiques corporelles ne sont qu'un seul de ces piliers. Et que vous aurez beau faire des asanas, donc des postures parfaites, telles que décrites dans les livres, potentiellement vous ne ferez pas de yoga car vous ne saurez pas contrôler votre souffle, vous n'aurez pas une attitude des pensées et des actes dans la philosophie et l'idéologie du yoga. Vous pouvez tout à fait faire du yoga en dehors de votre tapis, dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, vraiment, bien sûr, elles sont très souples, elles font de très très belles postures, ce n'est pas ce que je dis, mais en fait, ça pourrait tout à fait être un enchaînement de postures de gymnastique. Donc, ne restez pas trop focus sur ce genre de prestations et ne vous dites pas non plus que certaines personnes font quelque chose de fabuleux sur les réseaux, mais allez peut-être voir depuis combien de temps elles font du yoga. Et ce serait presque, alors ne le prenez pas mal, mais ce serait presque manquer de respect à des personnes qui font du yoga depuis 20 ans que de dire mais moi dans 3 mois je vais faire pareil qu'elle. Ce n'est pas possible, c'est un chemin de vie, oui, c'est un chemin de vie, c'est une route, c'est un cheminement personnel et chacun va à son rythme et à son niveau, donc ne vous fixez pas d'objectifs trop irréalistes. La 5e, je pense qu'on est à la 5e raison pour laquelle vous ne progressez pas, alors on rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est que vous vous comparez beaucoup trop aux autres. Dans les cours de yoga, souvent, sauf si ce sont des cours avec des niveaux, mais sinon il y a tous les niveaux possibles et inimaginables, du débutant au confirmé, ultra confirmé. Et je vois souvent les débutants se déprimés parce qu'ils ont à côté d'eux quelqu'un qui est même intermédiaire ou avancé et qui font les postures d'une meilleure manière, on va dire, que eux, et qui me disent à la fin du cours, mais moi j'y arriverai jamais, ce qu'il est en train de faire, je pourrai jamais le faire. Et le yoga, vous ne devez pas vous comparer aux autres. C'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est vous et vous. Voilà, ce que vous faites sur votre tapis ne regarde que vous. On ne doit pas se comparer aux autres. Chaque cheminement est différent et bien peut-être que la personne qui est à côté de vous, elle fait quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais peut-être qu'elle a mis 5 ans à le faire ou peut-être qu'elle a mis 1 semaine. Mais parce que chaque corps est différent, chaque cheminement est différent,
chaque intellectuel et mental est différent. Donc vraiment, dites-vous que le yoga, c'est vraiment une pratique personnelle. Vous venez sur votre tapis pour être face à vous-même. Et le but est de faire mieux que la veille. Voilà, d'avancer petit à petit dans vos postures, même si ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien ça prendra le temps que ça prend. Mais le but est d'avancer, d'être OK avec le fait que peut-être, eh bien, à certaines périodes, on est plus fatigué, on est plus raide, on est plus tendu et c'est OK. Et le but est vraiment de venir pour se faire du bien au mental, au corps, et vous n'êtes absolument pas là pour être en compétition avec les autres, pour vous comparer aux autres. Donc ça, arrêtez. Ça vous empêche de progresser parce que ça vous met des barrières mentales. Ensuite, la 6e raison, c'est que vous ne choisissez pas forcément les bons cours qu'il vous faut. Alors, il y a 2 sous-parties dans cette partie. Premièrement, c'est est-ce que vous allez dans des cours collectifs ou dans des cours privés? Parce que bien dans des cours collectifs, j'en donne, hein, donc mais si vous avez pour but de progresser réellement, d'aller dans une pratique beaucoup plus profonde du yoga, les cours collectifs vont atteindre rapidement un palier et vous n'arriverez plus vraiment à progresser uniquement avec des cours collectifs. Parce que le cours collectif s'adresse à tous et donc on ne peut pas individualiser la pratique et s'adapter à l'avancement de la personne ou vers quoi elle souhaite aller. Donc les cours collectifs, c'est très bien. Ça vous permet d'avoir une pratique, par exemple, hebdomadaire, de voir du monde, etc. Moi, j'adore les cours collectifs. Il y a vraiment une ambiance et une énergie, mais tellement différente. C'est vraiment super. Par contre, si vous avez pour objectif de progresser, les cours privés peuvent être très intéressants parce que votre professeur va vraiment s'adapter. Vous allez pouvoir travailler plus spécifiquement sur les choses qui vous posent souci et vous allez pouvoir adapter la vitesse à laquelle vous allez travailler à votre avancement. Donc les cours privés peuvent être très intéressants pour ça. Et ensuite, le fait vous pouvez parfois vous tromper de style de yoga. Il y a énormément de styles de yoga, surtout à l'heure actuelle. Et bien peut-être que en fonction de vos objectifs, si vous vous trompez de style de yoga, vous allez être pareil limité à un moment donné dans votre progression. Je vous dis n'importe quoi, quelqu'un qui a un objectif de faire un headstand par exemple, donc un poirier, d'être en équilibre sur les mains. Si vous allez dans des cours de hatha yoga ou de yin yoga, malheureusement, on ne va pas forcément travailler cette posture, notamment si vous êtes en cours collectif. À moins d'aller dans des classes ou des workshops de 2-3 heures où on travaille spécifiquement sur les headstands, sinon, vous n'arriverez jamais à cet objectif. Donc là, peut-être plus vous orienter justement sur des classes de headstand ou sur des ateliers ou prendre un cours en privé. Mais voilà, en fonction de vos objectifs, renseignez-vous, demandez à votre professeur ou à des gens qualifiés et adaptez le style de yoga que vous pratiquez en fonction de vos objectifs de manière identique. Est-ce que vos objectifs sont adéquats avec une pratique en cours collectif unique? Vous pouvez bien évidemment faire des cours collectifs et prendre quelques cours privés à côté pour travailler sur vos objectifs et sur les choses qui vous limitent. Et enfin, la 7e raison pour laquelle vous ne progressez pas, eh bien, c'est parce que vous ne respectez pas votre corps et vos sensations. C'est extrêmement important dans le yoga. Si vous ne respectez pas votre corps, votre anatomie, vos sensations, vous risquez d'aller trop loin, d'aller à la blessure. Donc forcément, la blessure va vous limiter dans vos progrès parce que vous n'allez plus pouvoir pratiquer durant un certain temps. Et parfois, il faut savoir mettre son ego de côté et accepter que notre corps ou notre condition physique à l'heure actuelle ne nous permet pas d'aller vers certains objectifs ou de faire certaines postures. Et c'est OK, c'est pas grave. Il n'y a pas, ce n'est pas un objectif en soi que de faire un grand écart ou une posture sur la tête, si c'est juste pour le faire. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, faire pour faire, ça ne sert à rien, surtout en yoga. Donc, si c'est juste faire une posture sur la tête pour faire une posture sur la tête, ça ne sert à rien. Il faut faire cette posture parce qu'elle vous procure certaines sensations, elle vous soulage, vous vous sentez plus fort après, etc., etc.
Mais du coup, il faut respecter votre corps. Il y a certaines personnes, par exemple, cette posture sur la tête, ça leur va pas, ils sont pas bien, ils sont en panique, ils ont mal au cervical, et cetera. Et c'est OK, c'est pas grave. On fait une chandelle, on est quand même en inversion et on a les bienfaits de la chandelle. Et basta, et point barre. Mais du coup, il vaut mieux écouter son corps, se dire non. Là, vraiment, dans cette posture, en fait, j'avais objectif de faire cette posture, mais en fait, je suis vraiment pas bien, je me fais violence pour le faire, j'ai mal partout, je suis en panique, ça me va pas. OK, on change d'objectif. Et en fait, du coup, j'ai respecté mon corps et mes sensations et je ne suis pas allée jusqu'à la blessure. Et c'est extrêmement important. Voilà. Écoutez, j'espère que cette raison vous aura plu, et que vous allez pouvoir le mettre un petit peu en action, pouvoir revoir peut-être vos objectifs, revoir votre pratique, votre fréquence, votre manière de pratiquer. Dites-moi en commentaire si ça peut vous aider, ce que vous faisiez et si vous avez besoin de conseils. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez et à qui vous avez pensé en écoutant l'épisode. À partager l'épisode s'il vous a plu. Et je vais vous souhaiter sur ce une bonne soirée. Prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, faites du sport et du yoga. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté! Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.